le laxisme de la justice, le laxisme et le déni. Europe 1 vous révélait hier soir que le meurtrier présumé de Philippines est marocain sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 juin. Il était arrivé en France par l'Espagne en 2019. Avec les accords de Schengen, il peut évoluer dans toute la communauté européenne. Il a été condamné pour viol à 7 ans de prison pour avoir violé une femme dans le Val d'Oise après l'avoir suivie dans un bois. Quelques mois après son arrivée en France, il a bénéficié de remise de peine, ce qui est la loi. Il aurait dû sortir de prison en 2026. Philippine serait vivante aujourd'hui, mais avec le jeu des remises de peine, j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas de dysfonctionnement de la justice. C'est ça qui est le plus terrible d'une certaine manière. Et vous avez le ministre de la Justice hier, précisément Didier Migaud, qui disait que le laxisme, précisément, c'est ça, en fait. Tu es condamné à 7 ans et en fait, tu ne fais pas les 7 ans. Mais c'est inscrit dans la loi. Ça, on peut considérer que c'est du laxisme. Il faut faire évoluer notre arsenal juridique, a déclaré le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. On sera dans quelques instants avec Théo Grévin, qui est à Montigny, voisin dans les Yvelines, là où Philippine vivait. Mais je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, hier matin sur CNews et Europe. C'est pas le problème des magistrats en tant que tel. C'est pas le problème du garde des Sceaux en tant que tel. C'est le problème de texte qu'il faut changer. Et je pense qu'on a malheureusement élaboré, depuis un certain nombre d'années en France, une sorte de droit à l'inexécution des peines. L'inexécution des peines, alors ça demande effectivement à être précisé. Et précisé parce que je vous ai dit, parce que c'est inscrit dans la loi que les remises de peine existent. Didier Migaud, de son côté, ministre de la Justice, il était lundi soir sur France 2. Écoutons-le. Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé. Il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue. Et je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Il y a le sentiment parfois que la justice est lente ou ne condamne pas suffisamment. Ça n'est pas toujours exact. Donc je dois moi aussi montrer de l'autorité, de la fermeté. Je trouve qu'il y a une forme d'arrogance dans les propos de Monsieur Migaud, qui semble comme cela expliquer que lui sait, et puis la réalité du terrain, bien sûr, vient contredire ce qu'il peut dire. Et puis il y a beaucoup d'idéologie. C'est un homme de gauche qui disait hier... Que se passe-t-il ? J'ai l'impression qu'on entend quelque chose. On entend... Non, qu'est-ce qu'on entendait ? Non, c'est Olivier qui me parlait dans l'oreillette. Pardonnez-moi, voilà. Non, je vous entendais. Excusez-moi, Olivier. Il y a également une idéologie de gauche, disons-le. Monsieur Migaud disait qu'il a été député de 1988 jusqu'à 2010, et il disait à France 2 qu'il n'avait pas changé. Le monde a un peu changé, Monsieur Migaud. Donc il est possible qu'il prenne quand même conscience de ce qui se passe. Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National, il était invité d'Europe 1 hier soir avec Pierre de Villeneuve. Écoutons-le. Est-ce que vous savez combien de personnes qui ont été sous le coup d'une OQTF vivent en France ? 700 000. Certains ont vu leur OQTF évidemment être périmée au bout d'un an. C'est ce qu'a cité le Sénat dans une étude récente. 700 000. 700 000, alors c'est un chiffre évidemment qui est difficile à vérifier. Je ne sais pas si Laurent Tessier... c'est inscrit dans un rapport du Sénat. 700 000, mais qu'est-ce que vous voulez faire alors s'il y a 700 000 OQTF ? Par définition, un OQTF, si vous l'arrêtez, il est en situation illégale. Donc vous ne pouvez pas le mettre en prison, il faudrait le mettre dans un centre de rétention administrative, nous sommes d'accord. Bon, il y a 1800 places, il y en a 700 000. Bon, comment vous faites ? François Hollande, ce matin sur France Info. C'est toujours la même question. Est-ce que la justice est laxiste ? Nous savons bien, et il faut regarder toutes les procédures qui sont engagées et toutes les comparaisons directes. Eh bien, la justice n'est pas sévère, n'est pas laxiste, elle est sévère. Écoutez, j'allais dire, allez le dire aux parents de Philippines. Allez le dire aux parents de Philippines, Monsieur Hollande. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. C'est un vrai problème d'ailleurs, parce que les gens de gauche expliquent en fait qu'il ne faut rien changer, et puis la réalité du terrain contredit cela. Je pense qu'il faut changer les règles. Moi, je cite des cas très précis. Quand quelqu'un arrive en Espagne, aujourd'hui, qu'il est mineur, il a le droit de venir en France. Eh bien non, en fait. Non, il faut changer les règles. C'est-à-dire que Schengen, pourquoi pas pour les Européens, c'est-à-dire qu'un Espagnol vienne en France, etc. Mais pour ceux qui arrivent en dehors de l'Europe, dans un pays, et ils peuvent avoir un visa, ou en tout cas une condition d'arriver dans ce pays, ils restent dans ce pays. Ils ne se baladent pas partout. Et peut-être qu'on évitera comme ça quelques drames. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Je ne veux pas généraliser. La justice fait son travail.
Et malheureusement, il y a parfois, comme dans toutes les administrations, comme dans toutes les activités humaines, des erreurs qui sont malheureusement parfois fatales. Mais là, évidemment, le vrai sujet pour moi, c'est que quand on a quelqu'un qui est en détention, qui est un individu dont on peut penser qu'il est une menace pour la société française, eh bien, on ne devrait pas avoir à le libérer avant même qu'on ait l'assurance qu'il pourra repartir. C'est la moindre des choses. Enfin, ce qu'il dit est tellement évident. Je rappelle que cet homme a donc été libéré au mois de juin. Lorsqu'il est libéré au mois de juin, comme il est sous OQTF, on ne peut pas le libérer dans la nature. Et il va dans un centre de rétention administrative. Il aurait pu y rester, je crois, 90 jours. Au bout de 90 jours, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de le remettre en liberté. Là, tu l'as libéré plus tôt que les 90 jours. Au bout, je crois, d'une soixantaine de jours. Il a été libéré le 3 ou le 4 septembre. Et il se trouve que le document consulaire est arrivé le 4 ou le 5. 24 heures ou 48 heures après qu'il fut libéré. C'est-à-dire que si il n'avait pas été libéré par ce juge, Philippine serait toujours vivant. Mais comment est-ce possible d'admettre ça ? Comment est-ce possible d'admettre ça ? Pourquoi quelqu'un l'a libéré du centre de rétention administrative alors qu'il pouvait encore y rester une quinzaine de jours ? Et il était, à ce moment-là, il devait aller dans un hôtel ou ce qu'on appelle une résidence surveillée, hein, et il n'y est jamais allé, évidemment, et cette résidence surveillée est payée par l'État français parce que c'est un hôtel. Je vous assure, on marche sur la tête. Moi, je veux bien qu'on continue comme ça, on marche sur la tête. Donc, à juste titre, M. Retailleau dit, faut changer les règles. Je pense qu'il n'a pas tort. Écoutez, par exemple, ce que disait Éric Dupond-Moretti, ex-ministre de la Justice, en mai 2023, sur France Télévisions. Il revenait sur l'assassinat de Lola par une Algérienne qui avait une OQTF. On réécrit l'histoire. Si l'OQTF avait été exécuté, il n'y aurait pas eu de meurtre, et donc l'État est responsable du meurtre. C'est un syllogisme qui est absolument effrayant. D'abord, il y a des degrés d'urgence dans l'OQTF, on le sait parfaitement. Et puis, il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, je suis désolé. Bon, on peut rien faire. En fait, quand vous les entendez tous, on peut rien faire. Eh bien, il y a des solutions pourtant. Mais ces solutions, elles seront évidemment radicales. Il est 11h13, on va marquer une pause. À tout de suite. Et vous, qu'en pensez-vous en tant que parent ? Que feriez-vous ? Appelez-nous dès maintenant au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. 11h13, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Évidemment, nous parlons de ce drame. Philippine, 19 ans, morte peut-être. Et sans doute, parce que la France ne protège pas ses enfants. On va être avec Stéphane, qui est routier. Peut-être pouvons-nous écouter avant cela Lucie Castetz, qui était hier soir sur BFM, et qui traduit un certain état d'esprit de ce qu'hélas, beaucoup de nos politiques, notamment à gauche, pensent. Tous les sans-papiers. Pour une régularisation des sans-papiers, oui. Tous les sans-papiers. Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. Madame Castetz veut régulariser tous les sans-papiers. Olivier Faure lui a répondu. Je ne suis pas d'accord avec cette position qui n'est pas la nôtre. Notre position est de dire qu'il faut en finir avec une forme d'hypocrisie, avec ces femmes et ces hommes qui font tenir le pays debout, qui travaillent, qui sont dans des conditions souvent d'exploitation, et ceux-là doivent être régularisés. Pour les autres, quand ils sont rentrés irrégulièrement sur le territoire, qu'ils s'y maintiennent, la logique, c'est qu'on les fasse repartir dans leur pays d'origine. Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane, vous êtes routier et vous vouliez prendre la parole. Bonjour. Alors moi, je voulais prendre la parole parce que bonjour et bonjour à toute l'équipe. Donc je voulais prendre la parole parce que en tant que père et que grand-père, moi j'ai une position bien crue par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe dans notre pays. Moi, le gars, je vais le chercher, je le dégage. Alors c'est peut-être un peu cru, ça va peut-être alimenter un peu le débat. Moi, je le tue. Non, mais écoutez, pardonnez-moi, il est 11h20. Pardonnez-moi, ouais. Stéphane, pardonnez-moi. Moi, je suis modérateur de cette émission. Je ne peux pas laisser dire sur une antenne ce que vous venez de dire, et je suis quasiment obligé d'arrêter la conversation. Ah ouais, mais oui, parce que je ne peux pas faire un appel au meurtre. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Donc, non, mais je dis à Fabrice Lafitte, on va baisser. La liberté d'expression, elle est totale, bien évidemment. Simplement, il y a un organe de régulation qui nous écoute qui s'appelle l'ARCOM,
Donc je le dis pour les auditeurs, je ne peux pas laisser dire à l'antenne sans réagir, je vais chercher cet homme et je fais ce que vous avez proposé. Voilà. Alors, si on peut continuer la conversation sans effectivement dire des choses qui sont des appels au meurtre, donc qui sont... En fait, la liberté d'expression, elle est finalement assez facile à définir. On peut tout dire, sauf ce qui tombe sous le coup de la loi. Voilà. C'est simple. C'est ça la liberté d'expression sur un média comme Europe 1, sur CNews, c'est la même chose. Vous avez le droit de tout dire, sauf ceux qui tombent sous le coup de la loi. Maintenant, je vous donne la parole, Stéphane, mais j'ai rectifié, bien évidemment. Bien, vous avez rectifié, mais moi je vous pose la question. J'ai entendu les réactions des politiques et les réactions d'un petit peu tout le monde. Moi je trouve que c'est un petit peu dans un pays comme la France, je dirais, donc je vais rectifier, je vais parler plus modérément, c'est-à-dire que moi je dirais que c'est l'Europe qui a tué Philippines, ainsi que Lola et même Thomas. Donc je vais reprendre les propos. Ah ben c'est pas la même chose, ça. Moi je peux dire ça. Moi je dis la France ne protège pas ses enfants. Vous m'avez demandé d'être plus cru, d'accord ? Mais moi ça a toujours été, si vous voulez, ma philosophie, c'est-à-dire que on ne touche pas à des enfants, Pascal. D'accord ? On ne touche pas à des enfants, et moi je pense que une fille comme Lola, qui avait encore toute la vie devant elle, qui se fait tuer par des OQTF, des gens qui n'ont rien à faire sur notre sol, Pascal. Moi ça m'horripile. Je veux dire, il y a un moment donné, comment on fait ? Si au niveau de la justice on fait rien, si au niveau des politiques on fait rien, on fait comment ? On fait comment ? Moi, en tant que parent, je vous ai donné ma version qui était un peu crue. Mais c'est là que... C'est là... Alors, oui, moi, j'ai des solutions très simples. Vous prenez chaque cas. Vous prenez chaque cas. Et vous voyez ce qui n'a pas fonctionné dans un cas. Et vous apportez une solution. Par exemple, avec ce Marocain, il arrive en Espagne. Parce que sans doute, il a un visa touristique, je crois, pour aller en Espagne. Bon. Avec Schengen, il a le droit de venir en France. Moi, je lui enlève ce droit. C'est-à-dire que je reviens sur les accords de Schengen, je les mets en place uniquement pour les Européens, c'est-à-dire qu'un Français a le droit d'aller en Espagne, un Espagnol a le droit d'aller en français, a le droit d'aller en France, mais un homme ou une femme qui ne vient pas de l'Union européenne et qui arrive dans un pays, sans doute parce qu'il a eu l'autorisation d'aller dans ce pays, il reste dans ce pays. Il n'a pas le droit de se balader dans toute l'Europe. Voilà. Ça, c'est concret. Donc je change les règles. Je ne vous dis pas que c'est la panacée, mais je change les règles. Je pense aussi que s'il y a 700 000 OQTF sur le territoire de France, ça pose un problème. Il y a 1800 places dans les centres de rétention administrative. Vous faites comment ? Alors là aussi, les solutions, elles peuvent être drastiques. Vous avez des territoires en dehors de la métropole et vous décidez que tous les OQTF sont susceptibles d'aller sur ce territoire. Ça va faire bouger les choses, je vous le dis, parce que les gens vont être surpris. Mais c'est une solution possible. Faut entendre ces solutions, parce que ça ne peut pas continuer en fait. Ah non, ça peut pas continuer. Je suis d'accord avec vous. Mais quand vous parliez d'autorisation, qui donne l'autorisation, Pascal ? Dites-moi. Alors là, en l'occurrence, ce sont les autorités espagnoles qui ont dû accepter ce visa qui était un visa touristique de ce Marocain qui est arrivé en Espagne. Ça veut dire que ce monsieur Au départ, promenait, oui. Quoi. Au départ, c'est un visa touristique, et après, il reste parce qu'il est mineur. Et comme les mineurs isolés... bien sûr, mais c'est la loi. D'accord. Donc les mineurs, je reviens aussi sur les règles des mineurs hors communauté européenne. En fait, je reviens surtout pour protéger mes frontières. Voilà ce que je fais. Donc ça veut dire que si j'écoute bien votre discours, si je le comprends bien, ça veut dire qu'on a voté tous Maastricht, on a voté l'Europe, et là on s'aperçoit que on a nos enfants, bien sûr. Donc on remet nos frontières indirectement, c'est ça. C'est ce que font les Allemands. C'est ce que font les Allemands, et c'est ce que refait peu à peu, et c'est ce que vont faire sans doute les pays. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, vu l'immigration massive qui se met en place, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Il y a une phrase célèbre que je cite souvent de Nicolas Sarkozy, l'immigration n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Vous avez des villes, vous avez l'Afrique qui explose en termes démographiques. Donc forcément, comme il y a des difficultés économiques, politiques, climatiques, vous avez des gens qui ne veulent pas rester là où ils sont. Je vous assure, l'avenir est sombre. L'avenir est sombre.
Pascal, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi. Mais j'entends ce que vous dites. Vous ne pouvez plus accueillir effectivement sur le sol de France. Il y a un moment donné, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Je suis bien d'accord avec vous. Et qui plus est, Pascal, moi, ce qui me gêne dans la bagarre, c'est que c'est nos enfants qui trinquent. Il y a un moment donné, moi, j'ai un collègue qui est marocain. Excusez-moi de vous couper, Pascal. J'ai un collègue qui est marocain. Il m'a dit, mais ce gars-là, il ferait jamais ça au Maroc. C'est effectivement souvent ce qu'on entend également, mais c'est aux Français, de décider. Et des hommes politiques ils proposeront peut-être aux Français des politiques alternatives, peut-être que des partis politiques proposeront des choix nouveaux, et ça sera aux Français de décider. Celui qui arrivera avec des solutions radicales, peut-être qu'il sera écouté. Mais on a toujours eu des solutions radicales. Par exemple, le problème, une solution radicale, c'est zéro régularisation. Il n'y a plus de régularisation sur le sol de France. Bon, mais ça c'est une solution radicale. Il y aura toujours des régularisations, Pascal. Le truc, il est là, c'est ça le truc. Et moi, j'entends pas. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que j'entends pas les personnalités de la gauche. Là, moi, ça me gêne un peu. Si, on les entend. Mais on les entend. On a entendu François Hollande, Lucie Castet, Olivier Faure, mais ils ne sont pas sur la ligne qui est la vôtre. Oui, on a un petit peu entendu, on a l'impression que ce qui s'est passé, ça devient courant et banal, Pascal. Ça me gêne. Moi, je pense que on peut pas résumer un meurtre d'une fille de 19 ans, à quelque chose de banal. On rentre dans la banalité. Je veux dire, moi, ça me choque, quoi. Je suis comme vous, je vais avoir 60 ans, Pascal. Je veux dire, vous le disiez l'autre jour, je vous écoutais attentivement, vous êtes quelqu'un que je respecte, que j'adore et que j'écoute attentivement. On est d'un autre monde, Pascal. D'accord? On vient d'une autre planète, nous deux. Enfin, nous, on vient d'une autre planète, on est de la soixantaine. Je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez parfaitement raison. On vient, bien sûr, c'est la conversation que j'ai souvent avec les uns et les autres. C'est-à-dire que tu ne reconnais plus la France dans laquelle tu as grandi. Vous avez grandi où Vous avez grandi où, Stéphane? Pardon, moi je suis natif d'Arc-la-Bataille et je suis de Rouen. Et moi je vous appelle souvent parce que c'est sur des sujets un peu légers.